La crise financière la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale a ébranlé les banques du monde entier. Certaines n'ont échappé à la faillite que grâce à l'intervention de l'État. Cette brève vidéo présente la solution la plus prometteuse pour épargner les contribuables en cas de future crise financière. Comment fonctionne un établissement bancaire? Une banque reçoit des avoirs en dépôt qu'elle prête ensuite. Les actionnaires fournissent des fonds propres dans l'espoir de rendements intéressants. Les épargnants placent leur argent sur des comptes d'épargne. Les assurances et les caisses de pension achètent des obligations à la banque. Celle-ci peut alors accorder des hypothèques ou octroyer des crédits aux entreprises. Ces placements, ainsi que les participations et les réserves de liquidité, constituent les actifs du bilan. Normalement, les actifs et les fonds propres augmentent lorsque la banque fait des bénéfices. Si elle subit des pertes, les fonds propres diminuent. On parle de krach lorsque des pertes très élevées sont enregistrées, si élevées que les fonds propres sont totalement épuisés. Les placements ne suffisent plus à couvrir les créances des clients. La banque est surendettée et insolvable. Les procédures d'insolvabilité peuvent durer des années et elles ont souvent des conséquences dramatiques. Dans de nombreux cas, l'activité s'arrête et la valeur des actifs est à nouveau susceptible de baisser considérablement, car la confiance des clients s'est envolée. Cette situation peut même semer la panique et inciter les investisseurs à retirer massivement leurs fonds au guichet d'une banque. Ce fut le cas de la Spar- und Leihkasse Thun en 1991. Une énorme bulle immobilière s'est formée aux États-Unis jusqu'en 2007. De nombreuses banques importantes, dont UBS, ont investi dans ce marché. Lorsque la bulle éclata en 2008, elles se retrouvèrent dans une situation difficile. Pour préserver l'ensemble du système financier, les principales banques furent sauvées, dont UBS, qui était trop grande pour faire faillite. Too big to fail. Bien que la Suisse n'ait pas perdu un centime dans ce sauvetage, le peuple ne veut plus jamais être contraint à une telle mesure. Comment éviter que cela ne se reproduise? Un concept en 4 étapes a été élaboré à cet effet. Des mesures concernant les affaires en cours, la gestion des crises, l'assainissement et, dans le pire des cas, la liquidation, sont prévues pour chaque étape successive. D'une part, le bilan sera de nouveau consolidé. D'autre part, les fonctions d'importance systémique comme le trafic des paiements seront particulièrement protégées. Durant la première phase, la marche des affaires est normale. Des préparatifs sont néanmoins effectués en vue d'une crise. Tout d'abord, les fonds propres sont augmentés massivement jusqu'à un niveau supérieur aux normes internationales, afin de pouvoir absorber des pertes importantes. Il s'agit du Swiss Finish. Une autre mesure consiste à émettre des obligations convertibles en actions dans des circonstances précises. On les appelle communément des COCOs, ou Contingent Convertible Bonds. Ces COCOs font office de réservoir. Les grandes banques doivent en posséder 2. La phase de gestion des crises est amorcée en cas de perte considérable, comme lors des turbulences récentes, et si l'existence de la banque est menacée. La première tranche de COCOs est alors convertie en actions. Les fonds propres supplémentaires obtenus grâce au capital des COCOs, et non à l'argent des contribuables, permettent de préserver la banque et ses fonctions d'importance systémique. Si l'établissement se redresse, les anciens détenteurs de COCOs bénéficient de la situation en tant que nouveaux actionnaires. En revanche, un creusement des pertes s'effectue au détriment des actionnaires et donc également des anciens détenteurs de COCOs. Il est théoriquement possible que la première tranche de COCOs ne suffise pas à compenser les pertes, mais ce cas ne s'est encore jamais produit. Nous entrons à présent dans la phase d'assainissement. La seconde tranche de COCOs est convertie en actions. L'autorité de surveillance intervient, remplace le management et assainit la banque sans avoir recours à l'argent des contribuables. Les actionnaires précédents perdent la majeure partie de leurs prétentions en raison de la double conversion des COCOs. Cette mesure génère de nouveaux fonds propres. La banque est de nouveau saine. Les avoirs d'épargne sont préservés et toutes les fonctions d'importance systémique sont garanties sans avoir fait appel aux contribuables. Mais revenons un peu en arrière, avant de passer aux pertes massives. Les grandes banques conduisent des affaires essentielles à l'économie de marché, telles que les crédits d'exploitation ou le trafic des paiements. Si elles mettaient brusquement la clé sous la porte,
l'économie suisse serait en danger. Aussi, le concept comprend-il un canot de sauvetage, c'est-à-dire une protection des fonctions d'importance systémique sous la forme d'une banque affiliée. Durant l'exploitation régulière, le canot de sauvetage, entièrement équipé, demeure inutilisé. Les fonctions d'importance systémique n'y sont pas placées au préalable afin de conserver la plus grande souplesse possible face aux crises. Ce canot est utilisé lorsque l'ampleur des pertes devient critique, soit dans la deuxième phase, après la conversion des derniers cocos. Il est alors mis à la mer et les secteurs d'activité souhaités y sont transférés. Il reste la propriété de la banque, mais peut poursuivre librement les tâches d'importance systémique en tant qu'entreprise autonome. Si la crise persiste et menace toujours la maison mère, les autorités interviennent lors de la troisième phase. Elles peuvent alors sauver toute la banque, ou ramener au port le seul canot de sauvetage, ou vendre celui-ci à un autre établissement fiable et sain. Ce canot constituant une banque en parfait état de fonctionnement, il sera cédé à un prix conforme au marché. Le canot de sauvetage n'appartiendra dès lors plus à l'établissement en difficulté. Le produit de la vente permettra de dédommager les créanciers de la banque résiduelle. C'est là que commence la dernière phase. Dans l'idéal, la banque résiduelle survit. Si elle ne peut le faire en restant autonome, elle sera reprise par un autre établissement ou liquidée. Dans une économie de marché, des banques doivent pouvoir sombrer sans mettre en péril le système financier suisse. Tel est l'objectif du canot de sauvetage. Ce concept aurait non seulement empêché le cas UBS, mais il permet également une liquidation méthodique des établissements bancaires lors de crises encore plus graves. Grâce à ces nouvelles conditions, notre place financière demeure sûre et attractive. L'interaction entre les fonds propres élevés, les obligations à conversion obligatoire et le mécanisme du canot de sauvetage constitue donc la solution la plus prometteuse pour épargner les contribuables en cas de future crise financière.